à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à la conférence de Monsieur Lamourie, qui est Fouquier-Roi et qui habite le prieuré et qui va nous raconter l'histoire de Fouquier. J'ai pas grand chose à rajouter puisque vous savez que ça fait partie de la politique culturelle de la municipalité, de la commune. Et je m'en profite pour présenter le conseil délégué à la culture et au patrimoine, monsieur Arnaud Pillet, qui a mené de main de maître ce premier mois du patrimoine à Fouquier. Est-ce que je te laisse dire un petit mot? Oui, merci Madame le maire. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux, parce que, pour tout vous dire, on voulait participer aux Journées du patrimoine, mais à Fouquier, on a vu grand, et on va voir grand en termes de politique culturelle et de patrimoine. On a créé, comme vous le savez, vous l'avez vu, le mois du patrimoine Fouquier-Roi. Effectivement, les Journées du patrimoine en font partie avec la conférence de Denis Lamourie, et demain, le château ferme de M. Delagorce sera ouvert de 14h à 18h, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, on vous remercie vraiment. La politique culturelle, voilà, ça va être une politique structurante dans la commune. Pas la culture pour la culture, mais la culture pour connaître l'histoire du village, pour connaître ses racines, et quelque part préparer aussi les citoyens de demain, notamment les élèves, parce qu'il y a une expo qui va être remise tout à l'heure, mais voilà, les écoles sont également bienvenues à cette exposition. Donc voilà, l'idée c'est de transmettre notre mémoire aux générations futures et préserver vraiment l'identité de notre beau village. Je vous remercie et bonne conférence. Bien. Voilà. Bien, bonjour à tous. Monsieur Landrin, parce que dans son livre Histoire d'un petit village en 1881, disait que sa proximité de Béthune, ça va l'église dont le clocher se voit de loin, son château, séjour d'une famille, dont l'histoire a maintes fois inscrit le nom, dont je parlerai tout à l'heure, ses riches fermes, ses charmantes maisons de campagne, de caractère plein d'affabilité de ses habitants et le calme enfin joint à la tranquillité qui règne, font de ce village un séjour agréable. Donc aujourd'hui, voyons maintenant un petit peu d'abord son histoire. Alors moi, je m'arrêterai au début du 19e siècle, et ensuite, Journée du patrimoine oblige, on verra l'histoire du prieuré, de l'église, des différents châteaux, ainsi que l'origine du blason de la ville. Alors, Fouquier s'écrivait autrefois Fuscaria, il y a du latin, j'espère que je prononce bien. Donc la réunion de deux mots, Fuscae qui veut dire sombre et aria qui veut dire des demeures, des demeures sombres. Alors comme le territoire de la commune était recouvert dans des atrébates de bois, on peut penser que c'était quelque chose qui était très sombre, qui donne cette origine-là. Alors d'autres écrits, on pense que Fouquier peut aussi venir de Finis, alors des fougères, Filigaria, et on ne sait pas précisément, c'est par rapport au lieu où il ne pousse que de la fougère, mais en général, ça signifie quand même aussi un terrain qui est plein de broussailles. Donc on retrouve un petit peu la même chose par rapport à ça. Alors comme vous pouvez le voir, justement, l'écriture a été modifiée de nombreuses fois. Bien évidemment, on retrouve dans ce qu'on appelle des cartulaires, c'est-à-dire des écrits, notamment des écrits au niveau des tout ce qui est, je dirais, collégial, etc. Comme là, et dans les cartulaires, notamment le cartulaire de Saint-Barthélemy, dont vous voyez une gravure. Le cartulaire de Saint-Barthélemy, c'était sur Béthune, c'était une grande abbaye qui a été démolie pendant la Révolution. Donc là, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprétation orthographique a évolué. Alors ce n'est donc qu'en 1229 que le nom de Fouquier reste avec la même orthographe que maintenant, en fait. Mais bon, il y a eu encore d'autres évolutions, notamment, alors c'est dû aussi quelquefois à l'interprétation orthographique des personnes qui réalisaient des cartes ou des ouvrages, comme vous pouvez voir, là, c'était une carte cartésienne du 16e. D'autres ici, on voit un petit peu, quand on voit par exemple Foucreuil à côté, il y a aussi des interprétations différentes. Gounet, Fouquier, donc là n'avait pas de E, par exemple, donc ça c'était une carte de 1592. D'autres cartes, celle-là, vous voyez, il n'y a pas de E, mais on voit un petit S au bout, donc 1630. Celle-ci, pareil, en 1645. Donc on voit qu'il y a un petit peu des évolutions différentes, mais je pense que c'est plus lié en fait aux cartographes de l'époque qui mettaient
des noms, quelquefois, où vous n'avez pas vraiment la bonne écriture. Bon, ça c'est donc, ça c'est un beau lieu, hein, donc de 1667, où là, bon, on voit Fouquier qui est bien écrit. Voilà, donc là, en même temps, autre chose, dans des cartes un peu plus récentes, il n'y a pas de S. Là, ça, c'est une carte de Cassini, donc là, même chose, où il n'y a pas de S. Bien. Donc ça, c'était pour présenter un petit peu l'origine du nom, hein, parce que voyons maintenant un petit peu l'histoire. Bon, alors comme vous savez, bah, forcément, Fouquier étant n'est pas une grande ville aussi comme Béthune ou autre, donc il y a des écrits, il y en a eu, mais très peu quand même. Donc en fait, les recherches sur les localités du diocèse d'Arras ont permis de retrouver traces de la paroisse de Fouquier au XIe siècle. Donc en fait, en 1098, donc, Lambert de Guignes, qui était l'évêque d'Arras, dédié donc à Saint-Va, beaucoup de Savoie, a dédié à Saint-Va donc l'hôtel de Fouquier. Donc ça, c'était les premières mentions où on voit le nom Fouquier apparaître. Dans une charte de 1110, alors des chartes, donc c'est des écrits, il y en a eu beaucoup aussi bien sûr dans les villes, comme aussi à Béthune, hein. Ce même évêque cite Fouquier en tant que parochian nostram. Donc ce qui veut dire en fait notre paroisse. C'est-à-dire donc en fait pour avoir l'honneur de cette mention, il va sentir que Fouquier donc devait avoir une certaine importance, hein, et une place bien marquée dans le diocèse d'Arras. Mais j'en parlerai plus tard en évoquant à la fois le prieuré et l'église. Alors ça prouve que son origine remonte au moins à cette époque, bien qu'on n'ait pas de date, je dirais, très très précise. Alors, le village de Fouquier, donc comme tous ceux qui dépendaient de l'ancienne avouée de Béthune, fut brûlé et saccagé donc, lors de certaines guerres, notamment la première donc, en 1346, parce que en fait, en 1346, Béthune résiste en fait, au roi Édouard III d'Angleterre, qui lui débarquait en Normandie, et il y a donc les alliés flamands qui, eux, envahissèrent l'Artois. Et Béthune donc offrit une belle résistance de quand même plus de 70 000 flamands, et il a empêché la jonction des deux. Donc c'est pour ça que à partir de là, on a une charte donc, de 1346 qui donc, Arnaud reconnaît, donc, une charte de 4 de Bourgogne, un duc de Bourgogne et aussi donc, Jeanne de France, qui ont autorisé donc, la construction d'un beffroi qui sera en bois au départ pour récompenser les Béthunois de leur ténacité. Et ce beffroi en bois, comme vous savez, en 1388, il est devenu un beffroi en grès, et donc il a été bien rénové récemment. Donc pendant la guerre de 100 ans, le village il a été aussi de nouveau saccagé par les Anglais, mais c'est surtout donc, lors des sièges de 1645, aussi toujours sur Béthune, comme Fouquier était très proche de Béthune, bien évidemment, il a souvent aussi subi les ravages de la guerre, donc saccagé par les Anglais en 1645, et il a subi de nombreux dégâts. Alors là, lors du siège de 45, comme on voit là, il a été pris sur les Espagnols, après 6 jours de siège. Donc là, Béthune, à ce moment-là, la capitulation a été signée le 30 août par Gaston d'Orléans, qui était le frère de roi, et ensuite, ça a mis fin à plus d'un siècle et demi de domination espagnole. Bien entendu, donc Fouquier, comme je le dis, on n'a pas de traces, donc ça c'est des vues de Béthune de 1645, où on n'a pas vraiment de choses. On verra par la suite, on a quelques petites images quand même de Fouquier à cette époque-là. Alors donc ici, c'est tout des vues donc, du siège de 1645. Bon, on distingue un petit peu certaines vues, certaines parties de Béthune, comme là par exemple le château qui est à droite, etc. Alors ensuite, donc, la guerre a repris en 1710, et là, le siège de 1710, pareil, vous verrez tout à l'heure, parce qu'en fait, quand je reprends cette date-là, c'est parce que ça a eu des conséquences aussi forcément sur la ville de Fouquier, notamment au niveau du prieuré ou d'autres choses. Alors, le siège de 1710 commença le 15 juillet, et les troupes alliées se déployaient autour de la ville, et le gouverneur de Béthune, qui s'appelait Dupuis Vauban, lui, donc, est neveu du maréchal Vauban,
batailla donc justement sur le train contre le prince Eugène et le duc de Malmont. Les hauts alliés commandés par des Hollandais, commandés par Fagel, qui était, donc ça c'était les Hollandais, avaient beaucoup plus d'hommes que forcément en présence que celle du gouverneur de Béthune, et Béthune offrit quand même une grande résistance, et les villages entourant aussi. Et ce qui fait que Vauban, qui avait ordre par Louis XIV justement donc, de ne pas d'avoir une défaite honorable, fit battre la chamade, et puis donc il a sorti le fameux drapeau blanc, et de la capitulation donna la ville aux Hollandais. Donc ça, on sait que depuis 1713, les environs de Béthune sont devenus français avec la paix d'Utrecht. Alors voyons maintenant un peu plus dans le détail, maintenant justement, après ces quelques faits historiques sur la région. Donc là, vous voyez encore des exemples de l'attaque, et on arrive donc enfin à avoir quelque chose, à avoir une vue donc, de notre village. Parce qu'en fait, durant ces siècles, on a très peu de vues du village. Les seuls qui sont tirés sont ce qu'on tirait, donc, que certains connaissent sur les albums de Croy. Alors Croy, il faut savoir que c'était le duc de Croy, il a été gouverneur, il a été capitaine général. Donc ce sont des vues qui datent entre 1605 et 1611. Hein, donc c'est les premières, je dirais, entre guillemets, vues. Bon, ce sont des dessins, bien sûr, mais ça donne déjà un petit peu une idée de ce que représentait notre village. Bon, il faut savoir que tous les villages environnants ont été dessinés, entre guillemets, hein, représentés dans ces albums de Croy. Alors, donc, sur cette image donc, de Fouquier qui nous intéresse beaucoup plus, bon, on voit à droite donc, le manoir ou château hein, de la famille de Rémieux. Et donc, sur cette droite, on voit donc des bâtiments qui sont entourés de fossés. Donc, ces fossés, les douves, donc, en fait, sont alimentés par un bras de la Blanche. Hein. Et tous ces bâtiments bon, sont quand même en briques. Hein, et couverts de tuiles ou d'ardoises, comme vous pouvez le voir, le logis à droite, c'est couvert donc d'ardoises. Alors, on remarque aussi, bon, une construction aussi qui était, qu'on voyait souvent à l'époque, c'était des constructions comme les pignons à pas de moineau, hein, donc en fait une sorte d'escalier sur les côtés. Hein. Et donc, ici, il y avait aussi certaines lucarnes. Ensuite, sur le côté, donc, il y avait aussi un colombier et le pont-levis hein, qui... on pense qu'il existe encore, enfin une partie qui reste encore donc, du pont-levis, enfin tout au moins au niveau des roches qui le constituaient. Donc le village, comme vous voyez, donc, est visible vue donc, du nord-ouest, sur la gauche, hein, et bon, on remarque une église qui est en briques et qui est couverte de tuiles. Bon, la nef, on pense qu'elle est courte, mais bon, vous savez, on n'a pas énormément de choses, même au niveau des... si on regarde un petit peu au niveau des archives du Pas-de-Calais, etc., on n'a pas, à part les plans cadastraux, on n'a pas énormément de gravures de l'époque, hormis celle-là. Sur cette autre vue qui va arriver, elle va arriver celle-là, voilà. Sur notre vue, donc, on voit mieux, par exemple, le pont-levis, qui est donc toujours devant le manoir, donc le château de la famille de Rémieux. Puis on voit par contre, on voit un peu mieux l'église, et on voit que cette église possède 2 travers, donc peut-être qu'elle était quand même déjà un peu plus... les travers, c'est ça. Hein. Ici, vous avez les 2 travers, donc on pense que cette église a été peut-être un petit peu plus grande que dans la première vue. Bien. Alors maintenant, après avoir vu donc, ces quelques images du village, on va parler beaucoup plus dans le détail maintenant du prieuré, enfin l'histoire du prieuré, parce que bon, faut savoir que le prieuré, et donc ensuite qui est devenu par la suite le château Saint-Prix, dépendait beaucoup du prieuré Saint-Prix de Béthune, donc on va en parler dans un premier temps. Alors la trace la plus ancienne donc, du prieuré donc, remonte, donc, oui, le prieuré Saint-Prix est complètement à droite, il est juste à côté de l'ancien château de Béthune. Donc la trace la plus ancienne, elle remonte en 940, date à laquelle le seigneur de Béthune, Herman, a accordé au prieuré Saint-Prix certains privilèges. Alors, le prieuré à l'époque est situé sur le territoire de Béthune, et au départ, il s'agit d'un hospice pour les religieux du monastère de Saint-Prix de Saint-Quentin, qui, voyageant dans la région, trouvaient donc le gîte. Alors, près du prieuré, il y avait aussi une chapelle qui était fondée donc, avant le IXe siècle, qui était aussi restaurée par le seigneur de Béthune, Herman, en 957. Alors, le faubourg Saint-Prix est érigé en paroisse, et suite donc à un terrible tremblement de terre, oui, il y a eu des tremblements de terre sur la région et sur Béthune,
en 1094, donc suite à ce terrible tremblement de terre, il y a eu des inondations. En plus, il y a eu une grave épidémie de peste en même temps, et les moines de Saint-Pierre-d'Aville ont succédé aux moines de Saint-Pie de Saint-Quentin. Et comme je le disais tout à l'heure, en 1110, donc Lambert, l'évêque d'Arras, on a eu en fait le premier prieur qui est arrivé, donc qui était le premier prieur de Saint-Pierre-d'Aville, et il y a eu bien sûr donc de nombreux successeurs. Alors, il ajoute au lieu donc précité, c'est ça qui nous intéresse, comme nous l'avons vu, la paroisse de Fouquières. Et c'est là pareil, ça apparaît le parochien, Fusiarias, excusez-moi pour le latin, en se réservant toutefois donc, ses droits, donc il donne aussi la paroisse, mais il se réserve toutefois ses droits en qualité d'évêque sur les revenus à la fois de l'Église, et il y avait une obligation de présenter donc, à l'évêque, le prêtre, qui était désigné pour la paroisse de Fouquières, qui était tenu aussi d'être tenu d'obéissance avant aussi de se charger du soin donc, des âmes. Jusqu'en 1110, donc, la demeure a le titre d'abbaye, il faut le savoir aussi, mais comme justement il y a eu un manque de soumission du premier prieur, donc Guy Robert, et son refus, on va dire, un peu d'obéissance au diocèse, a fait que cette maison a perdu le titre d'abbaye, et c'est devenu donc prieuré, il devient prieuré. Alors, le prieuré, donc là, enfin, ici, donc on est ici dans toute cette zone-là, le prieuré il est là, mais on voit donc très bien les fortifications encore de Béthune et autour, donc le prieuré, mais pour l'instant, on est encore à l'extérieur de la ville, mais on n'est pas encore donc sur le territoire de Fouquières. Alors, à partir de là, donc, vous voyez, là, toujours donc, une vue donc, du prieuré, bon, c'est toujours sur des plans de l'époque, hein, donc c'est quand même des descriptions qui sont très succinctes et sommaires. Alors, il faut savoir que lors de l'épidémie de 1188, c'est sur le conseil de Rogon, qui était le prieur de Saint-Prix, que les maréchaux, donc Germont et Gauthier, ont fondé donc l'ordre des charitables. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure par rapport à la confrérie des charitables de Fouquières. En effet, bon, Saint-Éloi, il est apparu devant Germont à Beuvry et Gauthier à Saint-Prix pour les exhorter à fonder une confrérie dans le but d'assister les malades et d'enterrer les morts de la peste. Alors, deux forgerons donc, allèrent consulter le prieur Rogon, le prieur de Saint-Prix, qui les encouragea, et c'est comme cela que la confrérie des charitables de Saint-Éloi, de Béthune, avait vu le jour en 1188. D'accord ? Alors, justement, toujours, donc là, vous avez donc une vue du prieuré Saint-Prix. Alors bon, ça, c'est encore une fois le prieuré qui est légèrement, donc juste à côté des fortifications. Bon, alors, sur cette gravure, on parle du chemin de Bermoudin. Bon, ce qui est intéressant de remarquer, ça on le verra dans la lettre de Nogent après, bon, c'est que ici, donc, il y avait là, c'était le cimetière, et ce cimetière était surtout réservé pour les charitables. En fait, donc dans ce prieuré, bon, après on remarque une clôture. Alors là, il y a tout simplement un petite chancrure, bon, c'est tout simplement pour faire passer les hommes et les femmes, mais pas les animaux. Tout simplement pour pas qu'ils rentrent dans le prieuré. C'était des choses. Bon, puis après, donc, on voit les manoirs, on distingue aussi encore d'autres maisons avec des pas de manoirs, etc., derrière le prieuré. Donc, ça, c'était par rapport au prieuré qui est toujours donc le prieuré qui était juste à côté de Béthune. Alors, ici, donc, dans cette lettre de Nogent, donc le cinquième, Nogent c'était le cinquième prieur de Saint-Prix, donc qui en 1317, lui, a écrit cette charte sur les charitables. Et elle a énuméré donc tous les privilèges accordés donc aux charitables. Et donc voilà cette lettre de Nogent qui est importante parce que justement dedans, par exemple, on y mentionnait que les charitables qui le désiraient pouvaient être enterrés dans le cimetière du prieuré, etc. Bien. Alors, lors du siège donc, de 1645, ce que je vous ai donc parlé tout à l'heure, plusieurs bâtiments donc, du prieuré ont été détruits et les Français donc, ont déclaré que le prieuré se trouvait trop près des fortifications. Comme on le voit, donc là, on voit bien cette image, donc les fortifications avec le château de Béthune, et on voit bien que le prieuré était relativement. Alors, l'église donc Saint-Prix du prieuré a été très endommagée pendant le siège de Béthune, et elle est démolie sur ordre de Louis XIV en 1648. Donc Louis XIV démolit. Ce qui fait que Fouquières
redevient donc une paroisse à 550 ans après, redevient donc une paroisse avec une annexe Saint-Prix. Donc suite à ce conflit, on cède à la constitution donc, de la confrérie des charitables, alors cette fois donc non pas de Saint-Éloi, mais des Saints-Anges gardiens, et c'est en 1646 que naît la confrérie de charitables de Fouquier, en 1646. Alors, toujours donc, tout à l'heure j'ai parlé en 1710, le faubourg Saint-Prix et Fouquier sont encore dévastés donc, lors du conflit en 1710, et beaucoup de maisons sont brûlées par les Anglo-hollandais, les champs sont saccagés, etc. Il n'y a plus de récolte, etc. Et ce qui fait que voilà, ce qui fait que vous voyez, donc là, Fouquier est à peu près il est juste en dessous, et là on voit Saint-Prix, donc qui est complètement saccagé, etc., par rapport aux gens. Alors donc, en 1729, le gouverneur de Béthune, donc toujours Antoine de Prest-Vauban, juge le prieuré donc gênant pour la ville, car il est trop proche des remparts, et donc là justement, il provoque l'expulsion et surtout la démolition des bâtiments encore existants. Et c'est à ce moment-là que le prieuré est transformé donc, sur Fouquier. D'accord. Et il est reconstruit donc, sous la forme d'un petit château, avec une longue allée plantée qui existe encore de nos jours. Hein. Et donc le château, vous connaissez ce château-là, c'est le château qu'on appelle maintenant le château Saint-Prix. Hein. Et ce n'est qu'en 1728 qu'il est érigé donc, sur le territoire de Fouquier, donc à la sortie même du territoire même de Béthune, et comme on dit, à gauche du chemin d'Oudin. Un incendie détruit, attention, ça c'est une vue qui est après, hein. Un incendie donc, détruit le prieuré en 1784 et la majeure partie donc, de l'église aussi. Alors, il fut laissé en état et vendu comme bien national pendant la Révolution, et il reste uniquement que le porche qui existe encore actuellement, hein, le porche de ce prieuré. Alors, le dernier prieur de Fouquier, hein, c'était... ça a été M. Ferdinand de Rémieux, hein, qui lui est mort en 1794, mais tout à l'heure je parlerai aussi de la famille de Rémieux. On verra aussi l'importance de la ville de cette famille dans la ville de Fouquier. Alors pendant la Révolution, il y a eu quand même des messes qui ont été célébrées chez le maréchal Ferrand, par exemple, en Fouquier. Hein. L'église et le théâtre d'assemblées populaires, mais aussi de nombreuses dégradations se produisent. Et après la Révolution, donc les habitants du Faubourg Saint-Prix sont de nouveau après incorporés à la paroisse Saint-Marc. Alors, puisqu'on parle à peu près de cette époque, parlons aussi de l'église du village. Hein. En effet, le 26 novembre 1765, l'ancienne église, elle est interdite par l'évêque d'Arras, qui était monseigneur de Bonne-Guise. Tout simplement, alors, c'est marqué pour cause de défectuosité, indécence et irrégularité. Donc on se demande pourquoi c'est autant de véracité dans les propos. Toujours est-il que donc ça c'était des notes qui ont été prises à l'époque par le prêtre de Fouquier qui était M. Pékin. Alors dans le procès verbal, il était notifié que l'église n'avait pas de clocher, mais une simple lunette sur le pignon, sans couverture, de sorte que les cloches et les cordes elles étaient à l'épreuve du temps. En effet, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 5 ans auparavant, donc en 1760, les paroissiens devaient prendre une décision importante sur la reconstruction de l'église. Mais comme il est mis dans ce texte, un argent manquait pour l'ensemble des travaux. Alors, surtout dans les temps présents, alors là je dis le document de l'époque, surtout dans les temps présents où la misère est grande à Fouquier, qu'à peine les habitants et paroissiens du lieu-dit ont-ils de quoi s'acquitter des charges publiques et se procurer à eux et à leur famille la subsistance qui leur est nécessaire, que dans cette circonstance, ils seraient dans l'impossibilité d'entreprendre de pareils travaux si le seigneur de Fouquier, qui se trouve présent à cette assemblée, bien sûr de bon mort aujourd'hui, mais n'avait la charité de les soulager et de gratifier la dite église. Alors le seigneur du village, M. de Rémieux, permit aux paroissiens et aux entrepreneurs de prendre les briques, par exemple, dans sa briqueterie nécessaire, et aussi le bois de chêne nécessaire, donc dans son château. Alors, il fut aussi question de la vente, par exemple, de 2 cloches, d'arbres, aussi de l'ancien cimetière du prieuré, et M. de Rémieux donc, avait dit se ferait rembourser donc, à la fin, une fois que tous les frais auraient été acquittés. Mais tout ceci a été refusé par les chanoines de Saint-Barthélemy et de Saint-Bertin,
Et finalement, c'est les chanoines de Saint-Bertin qui feront les avances pour bâtir cette église, donc qui sera commune au départ à Saint-Prix et aussi au village lui-même. Et la première pierre de cette église fut posée donc en 1767. Alors, puisque je parlais donc de la famille donc, de Rémieux, parlons un petit peu donc, des armes de cette famille qui, comme vous savez, sont à l'origine du blason de la commune. Alors, la famille de Rémieux donc, avait pour arme donc, d'or à 3 roses de gueule, posées 2 en chef, une en pointe et une tête de mort en cœur tautillé d'argent. Tout surmonté, donc, comme vous pouvez le voir, d'une couronne de marquis, qui était donc, et ce blason avait ensuite 2 supports, qui étaient donc les 2 sauvages, qui étaient armés de massues. Alors, la tête de mort qui était donc portée dans leurs armes, à la famille de Rémieux, aurait été accordée donc en mémoire en fait de ce qu'ils avaient chassé dans des époques très lointaines, les environs donc de Rémieux, les morts sarrasins qui étaient nommés les turlupins. Donc le blason choisi donc en 1998 par le village de Fouquières reprend donc ceci. Alors justement, voici le blason. Donc je vais expliquer un petit peu quand on parle d'or à 3 roses de gueule posées, 2 en chef, une en pointe et une tête de mort en cœur tautillé d'argent. Ça fait quelque chose qui paraît très complexe. Il faut savoir qu'en héraldique, l'étude des blasons, quand on parle d'or, par exemple, c'est la couleur. Donc l'or, c'est tout simplement la couleur jaune. Donc vous voyez que le blason est donc une dominante de jaune. 3 roses, bon, on les voit, donc 2 en chef, c'est-à-dire 2 en haut et une en pointe. Et ces 2 roses de gueule, c'est la couleur rouge. Donc ça, il faut aussi le savoir. Alors après, donc la tête de mort, je dis pourquoi. Cette tête de mort, elle apparaît de profil. Alors, et cette tête de mort est garnie d'un ruban au bout, c'est des bouts, ce qu'on appelle des bouts pendants. Et cette sorte de couronne, elle se nomme justement tortille, donc d'où le nom de tortillé, parce que donc c'était un peu avec des bouts pendants, et c'est une sorte de couronne, le bandeau, à l'époque, en héraldique. Donc voilà. Alors justement, puisqu'on est dans la famille de Rémieux, on va quand même aborder certaines choses de l'histoire de la famille de Rémieux. Donc en fait, la famille de Rémieux, on reprend la seigneurie de Fouquières en 1700. La seigneurie de Fouquières, elle est vendue donc par le marquis de Samus, par Villecourt, à Édouard Charles de Rémieux en 1700. Alors le fief de Rémieux, en fait, il faut savoir que l'origine de Rémieux, elle est située surtout aux confins de l'Artois, c'est sur les communes de Hélie, Vicre, Marquis, par exemple, du côté de la Bassée, et ça est relevé donc de l'abbaye Saint-Avold d'Arras. Les de Rémieux, donc, ils ont exercé différentes fonctions, clerc, notaire, procureur, bailli, religieux et aussi militaire. Alors le fils donc, du premier seigneur, Jacques-François de Rémieux, lui, il s'installe à Saint-Omer. Il est choisi comme député, bon, il est de la noblesse à la cour du roi, mais le vieux logis seigneurial de Fouquières, donc on a vu un petit peu tout à l'heure, était surtout à l'époque utilisé à des fins agricoles. Ensuite, donc en fait c'est des dynasties, donc c'est les enfants qui reprennent les successions. Donc le fils Jacques-Alexandre de Rémieux, l'aîné de ses 4 fils, et lui a une importance dans la commune parce que c'est lui qui s'associe à la reconstruction de l'église paroissiale, comme je l'ai cité tout à l'heure. Donc c'est lui qui a donné une partie de certaines choses pour reconstruire. D'ailleurs, pour anecdote, les briques rouges de l'église, en fait, sont aussi les mêmes briques que malheureusement on ne voit plus, mais sur le château de Rémieux. Quand le ciment, j'espère, sera enlevé un jour, on va retrouver les mêmes couleurs, les mêmes briques que justement celles de l'église. Alors Alexandre Constant de Rémieux, donc, qui était le fils, on prend encore la seigneurie de Fouquières, et lui partage son temps entre la terre de Fouquières, qui ne sont pas quand même à agrandir. Il rachète des domaines, etc. Et donc, lui partage son temps entre Fouquières et Saint-Omer. Aussi. Alors c'est lui qui était le maire en 1790 de Fouquières. Alors son château, après la Révolution, alors il est délabré. Parce que c'est quelque chose que on pense que son château a été démoli à la Révolution. Non, le château n'a pas été démoli. Il a été délabré à la Révolution, mais il n'a pas été détruit. Par contre, le mobilier en partie était
dispersés après la Révolution. Alors, le marquis de Rémieux rentre en 1802, revient sur ses terres à Fouquières. Alors, il y a des petites, enfin, c'est pas des anecdotes, mais il n'a ne cesse que de rétablir en fait les privilèges que les traditions seigneuriales. En fait, par exemple, bon, il hérite un petit peu les ennemis de l'Ancien Régime à l'époque, parce que qu'il n'accepte pas que le curé, en fait, récite chaque dimanche un de profondis pour le repos des âmes de la famille de Rémieux, par exemple. Donc il y avait des conflits des genres, peut-être, entre les maires et les seigneurs de l'époque, etc. Bon, en 1811, donc, il rénove le château de Fouquières. Et alors, pourquoi il rénove le château? Il faut savoir qu'ils ont récupéré aussi une certaine somme pour les biens qui avaient été vendus comme biens nationaux sous la Révolution. Alors, parmi les biens confisqués, donc bien sûr, il y avait le château, mais aussi des mesures de jardin et autres, etc. Alors, son fils, donc, hérite du château et aussi, pareil, il va vraiment, lui, avoir de faire des travaux d'ampleur. Et donc, le château, voilà, donc là, le château donc, a accueilli ensuite Charles-Alexandre, qui a poursuivi les travaux entrepris par son père. Donc, le fils de Charles-Alexandre, qui était René Alexandre, a été en fait, son fils a été le maire de Fouquières pendant plus de 50 ans. C'était le dernier de Rémieux sur Fouquières, donc il est décédé en 1944. Et d'ailleurs, les choses que je lis au niveau, par exemple, des écrits sur la Légion d'honneur, etc. Et c'est le dernier donc, des deux Rémieux de Fouquières. Alors, le château donc, a échu à sa mort à une de ses 4 filles, Valentine, de Jean-Marie Raoult, Alphonse Henri Baudet d'Anoux, qui sont les grands-parents de l'actuel propriétaire. Voilà, donc là vous avez une vue à l'époque, et puis après vous allez voir donc, une vue récente du château et de Dany. Voilà. Donc là on est dans le patrimoine de la ville. Alors ensuite il y a une autre demeure de Fouquières qui est appelée le château à Mouche. Alors, le château à Mouche, il faut savoir ce qu'on appelle le Cateau à Mouque, dans le coin. Avant la Révolution, elle appartenait aux Jésuites de Béthune, qui s'étaient installés en 1622 sur Béthune, puis aux oratoriens. Et en fait, ils en avaient fait leur maison de campagne. Et cette maison est devenue, dans les années donc, 1725 à peu près, la maison donc, justement de Dupuis-Vauban, qui était le gouverneur de la ville de Béthune, qui en a faisait aussi sa maison de campagne. Alors, l'origine du nom Cateau à Mouque, comme on dit, il y a 2 origines. En fait, bon, certains écrits disent que bon, c'est dû à des constructions qui étaient proches, avec notamment beaucoup de ruches d'abeilles. Et puis il y en avait d'autres où c'était lié à tout simplement en fait que, à cause de son clocheton qui a tiré les mouches. Bon, donc il y a deux histoires possibles, on va dire. Bon, on ne sait pas laquelle est la vraie. Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est que, retraçant un petit peu l'histoire de ce château à Mouche, à l'origine, ce château à Mouche appartenait au domaine de Ruy. Alors le domaine de Ruy, donc, dont le propriétaire était Pierre-Ignace Leric, qui, en 1878, donc une de ses héritières, la vicomtesse Leric de Recourt, restée sans descendance après la mort de son fils et de ses 2 petits-fils, va léguer donc au marquis de Rémieux son domaine. Alors, dans le but de conserver le souvenir de la famille et aussi de sa famille, et en mémoire de ses enfants, Madame de Recourt pose comme condition quand même que M. de Rémieux, donc bien sûr, de fonder un orphelinat donc, de garçons. À sa mort, à la mort donc, de la vicomtesse, M. de Rémieux propose le domaine à une œuvre religieuse. Et en 1890, il va céder donc le domaine et le château, etc., à un orphelinat de garçons, qui est dirigé par des pères salésiens, donc de Saint-François de Sales. Et à partir de là, le domaine de Ruy, il est exproprié, vu l'expansion minière, et le domaine de Ruy est alors exproprié par la concession des mines de Brouet. Et avec l'agent de l'expropriation, c'est le château à Mouche qui va donc être justement là maintenant racheté en 1899.
leur château de Rouy. Hein, et donc le château à Mouche a été racheté en 1899, toujours dans la tradition de vouloir faire quelque chose d'abord au niveau religieux. Et c'est d'abord donc des religieuses salésiennes qui vont y fonder un ouvroir donc, de jeunes filles. Alors pendant la guerre de 14-18, le château, bon, il sert d'abord un petit peu d'hôtel avant d'être réquisitionné par les Anglais. Et à la fin de la guerre, M. de Rémieux donc, utilise cette bâtisse pour reloger certaines familles, il faut le savoir, hein, qui étaient dans le besoin. Et en 1920, donc Mlle de Rémieux, elle conçoit, elle enfin, le projet de fonder un Carmel. Et dans ce cas-là, on propose le château, comment dire, hein, bien qu'il soit délabré et endommagé donc, par la guerre. Donc là, on est un petit peu, bon, ça c'est des images un peu plus récentes du Carmel, et en 1722, les 7 premières carmélites s'installent. Mais pour servir, au départ, c'était de Carmel provisoire. Alors le 6 février 1922, 3 sœurs de Saint-Omer arrivent visiter les lieux. Puis peu de temps après, 6 mois après, le 30 août, s'installent. Les 7 premières carmélites donc, arrivent au Carmel, et parmi elles, donc, mère Marie-Ange, qui furent les piliers de cette fondation. Alors, à l'intérieur, donc là, on est au vu du Carmel. Bon, à l'intérieur du Carmel, l'ensemble, alors, dans les textes, hein, c'est marqué comme ça, bon, ça fait toujours un peu rire, mais l'ensemble, il est constitué de 23 cellules. Donc, ça fait une prison, mais c'est pas ça. En fait, je pense que, bien entendu, ils veulent dire chambre, d'un réfectoire, donc d'une cuisine, d'une laverie, et puis l'ensemble fut béni par le monseigneur d'Arras, hein, monseigneur Julien, en 1927. Alors, donc là, des photos, bien sûr, plus récentes du Carmel. Alors, il faut savoir aussi que M. de Rémieux était l'exécuteur testamentaire de Madame de Raucourt. Alors après, il a continué, donc par exemple, c'est lui qui a couvert, par exemple, les frais de la clôture autour du Carmel. C'est lui qui en a donc, les frais. Et sa famille a même continué, même après sa mort en 1944, à continuer, et notamment aussi lorsque le Carmel a été, je dirais, tout ce qui était l'agrandissement du Carmel en 1957, qui a été aussi financé en partie par ça. Dans notre patrimoine, n'oublions pas, bon, bien sûr, le château, donc le Roux de Bretagne, qui est transformé entre guillemets maintenant, en ferme pédagogique, etc. Donc c'est un château qui date du 19e siècle, hein, donc on voit encore donc, le long de l'avenue des anciens combattants. Bon, en même temps, au passage, derrière, évidemment, le péage de l'autoroute n'existait pas. Hein, et donc ça c'est une carte des années 60 à peu près. Hein. Et ensuite, donc, on a le château ferme donc, de M. de la Gosse, qui est ainsi donc, dénommé pour le distinguer des autres châteaux de la commune. Hein. Mais je pense que M. de la Gosse vous en parlera certainement mieux que moi demain, lors des visites effectuées dans son château. Hein. Donc c'est une petite pub pour demain. Voilà, ça termine mon intervention, puis je vous remercie de votre attention. Dernière petite chose, on en a reparlé avec Mme Duby, peut-être que dans quelques temps, tout ça, ça fera peut-être l'objet d'une petite plaquette résumée où tout le monde aura. Parce que forcément, j'ai donné beaucoup de dates, des noms, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Bon, après, comme je le dis, c'est pas évident aussi parce que quand on regarde sur les archives, etc. Arnaud qui suit souvent dans les archives, et puis Arnaud le sait très bien, il n'y a pas énormément de données sur réellement la ville de Fouquier, à part forcément par un peu ce qui est au niveau démographique, hein, mais c'est ce qui est mis d'ailleurs dans le bulletin, hein, donc, mais il n'y a pas non plus beaucoup de choses. Voilà. J'espère que ça vous... Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je pense que nous avons appris plein de choses sur notre commune. Effectivement, on pourrait peut-être les mettre par écrit pour qu'on puisse avoir tous une idée précise de nos origines. Voilà. Et puis, il faut quand même un peu de pub pour toi aussi. Hein. Je sais que tu travailles sur un livre sur Béthune. Sur l'histoire de la ville de Béthune. Sur l'histoire de la ville de Béthune, qui quand même... là, il y a 200 pages. Hein. Là, j'en ai 30. Qui est comme notre frontière, donc on va faire quand même, on va le dire, et qui paraîtra normalement à Noël. Normalement pour Noël. Voilà, donc on vous tiendra au courant parce que dans notre commune, on a des gens qui
C'est reste du presque temps. 40 ans de collection. Voilà. Et donc, je pense qu'on sera tous intéressés par ton ouvrage. Voilà. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Tout à fait. Voilà. Je sais pas si- Des formations. Messieurs. Voilà.